Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Depuis l'ONU, le président américain Donald Trump vient d'opérer un renversement radical dans son discours sur l'Ukraine, déclarant que Kiev est en mesure de reprendre le pays dans sa forme originelle. Il a fustigé les politiques migratoires et énergétiques des pays du vieux continent, l'Europe. Ses paroles ont été interprétées comme un message d'hostilité adressé à la Russie, qui n'a pas tardé bien sûr de réagir, ce qui a suscité ou qui suscite moult points d'interrogation sur les raisons de ce retournement de situation. Si tel est le cas, bien entendu, même l'OTAN s'y met. Sommes-nous face à une hostilité déclarée à l'encontre de la Russie? C'est ce que nous tenterons aujourd'hui de comprendre avec nos deux invités tout de suite. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Pouchelet, expert en questions internationales. Et bonsoir, monsieur Emmanuel Pouchelet. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Merci à vous. Nicolas Merkovitch sera également avec nous, analyste géopolitique, dans un tout petit instant. Alors nous commençons avec vous, monsieur Emmanuel Pouchelet. Tout le monde, pour ne pas dire à peu près le monde entier, a écouté le discours prononcé par Trump hier au sein de l'ONU. Que faut-il ou comment faut-il prendre ce discours? Que faut-il penser surtout des déclarations de Trump de la guerre en Ukraine, d'autant plus qu'il parle, bien entendu, de l'Ukraine et il dit que finalement l'Ukraine peut se reprendre en question. Est-ce que finalement c'est considéré comme une déclaration d'hostilité à la Russie? Moi, je pense qu'en fait, le président Trump est arrivé à bout de sa politique MAGA au niveau international. En fait, on s'est aperçu, vous m'aviez invité à ce moment-là sur la rencontre qu'il y a eu en Alaska. Il y a eu de très gros problèmes et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, il s'est fait avoir, si je puis me permettre, par M. Poutine. Maintenant, le président Trump est un personnage imprévisible. Il a toujours des déclarations tonitruantes et en plus, il profite de l'Assemblée générale des Nations unies pour en faire sa tribune. D'ailleurs, on a même vu hier, on va dire, ce qui s'est passé avec les embouteillages dans les convois et les cortèges. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut rester très prudent au niveau de Donald Trump. Il joue à domicile, il faut être honnête. Et en même temps, on sent quelque part qu'il s'agace aussi de cette ONU, qu'il juge inertielle. Il faut savoir que les Américains n'ont jamais vraiment aimé cette organisation internationale, même s'ils la veulent sur leur sol. Quand on reprend la conférence de San Francisco au moment du sortie de la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, c'est comme ça qu'elle a été créée. Je pense qu'on était un petit peu aussi arrivé avec cette Assemblée générale qui est une tribune. Vous l'avez pas évoqué également avec ce qui se passe du côté de Gaza et Israël. Maintenant, pour revenir et faire un focus sur ce que vous me posez comme question sur Donald Trump et l'Ukraine, regardez, c'est quand même un calendrier très intéressant à observer, puisque depuis le début de l'année, il y a quand même eu des sommets entre les Européens et Donald Trump. Il y a eu des réceptions de M. Zelensky en individuel auprès de la Maison-Blanche. Et quelque part, cette accélération a une forme d'inquiétude, puisque on voit que le deal, comme dit, pour reprendre les propos du président américain, ne fonctionne pas parce que face à lui, il a un adversaire qui est M. Poutine, qui est nettement plus mesuré, qui est un joueur d'échecs et qui avance ses pions. Je rappelle, au début du conflit en Ukraine, M. Poutine avait dit qu'il allait grignoter l'Ukraine. Maintenant, il m'interpelle, moi, dans les derniers propos du président américain. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, il a toujours cette fameuse cravate rouge. Force est de constater que quand il porte cette cravate, c'est signe d'agacement, c'est signe de colère. Maintenant, vous avez toujours un dicton qui le dit, la colère est mauvaise conseillère, mais je pense que Donald Trump est arrivé, on va dire, un peu à bout de tous ses espoirs de négociation entre M. Zelensky et Poutine, qui n'arrivera jamais, je ne pense pas qu'il arrivera à réconcilier dans l'immédiat. Il faut savoir qu'il y a une volonté de rupture du président américain, mais c'est souvent avec Donald Trump, puisque c'est un excellent communicant,
des effets d'annonce. Le tout est de savoir où, quand, comment. Mais vous savez, au théâtre, il y a cette fameuse règle des 3 unités. Et je pense que Donald Trump est à l'épreuve du temps long et il ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'il y a cette forme d'agacement et d'énervement. Et d'ailleurs, vous remarquerez que hier, il a eu des propos, je n'ose pas dire maladroits, mais suffisamment agressifs pour demander à l'OTAN d'abattre les avions russes qui seraient amenés à utiliser cet espace aérien qui est quand même relativement très restrictif et surveillé. Oui, ce qui a donné lieu justement aux déclarations de l'OTAN, du chef de l'OTAN, concernant justement une éventuelle intervention, si c'était le cas, si cela nécessitait. Mais on reviendra sur la question, Manuel Pouchelet, juste bien sûr après avoir élaboré ou avoir éclairci quelques zones d'ombre dans ce discours. Nicolas Mirkovitch vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas. Nicolas Mirkovitch, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, on va dire, est-ce que c'est finalement la volte-face de Trump par rapport à cette question ukrainienne? D'autant plus que lors de sa venue, donc à la Maison-Blanche, il paraissait plutôt plus enclin à, si vous voulez, à une solution pacifique. Le discours d'hier était tout sauf justement cette solution pacifique. Il n'a pas été de main morte, il a carrément ouvert le feu, si vous voulez, sur un plan symbolique, en parlant justement que le fait que c'est un petit peu la faute des Russes qui n'arrêtent pas justement à chaque fois de violer, si vous voulez, le territoire de l'OTAN ou de ces territoires qui sont censés être sous la protection de l'OTAN. Finalement, est-ce que c'est une déclaration de guerre? Doit-on le penser comme ça? Non, je ne pense pas. Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Pouchelet. On n'a pas encore compris tout à fait comment fonctionnait Donald Trump. Il va dire noir le lundi, puis il va dire gris le mardi, puis il va dire blanc le mercredi. Donc la saillie de Donald Trump contre la Russie est dans un contexte, en effet, comme vient de le dire M. Pouchelet, où la Russie, en tout cas, et les États-Unis n'arrivent pas à avancer aussi vite que le voudrait Donald Trump. Donc, ce n'est pas une surprise. On sait très bien qu'ils devaient négocier, que les sujets qu'ils doivent négocier dépassent de loin l'Ukraine. Il y a le sujet des terres rares, il y a le sujet de l'Arctique, il y a le sujet du nucléaire, il y a le sujet des zones d'influence dans le monde entier. Et M. Poutine prend ça dossier par dossier et ne pense pas du tout qu'il va pouvoir gérer ça en 24 heures, comme l'avait scandé à de multiples reprises Donald Trump pendant sa campagne électorale. Et en effet, comme un peu un enfant gâté, il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, alors il pique une crise. Mais dans 2 jours, Donald Trump va peut-être dire le contraire. N'oublions pas qu'il y a encore une semaine ou peut-être une dizaine de jours, Donald Trump parlait de la guerre de Zelensky. Et maintenant, il est en train d'accuser les Russes. Il a même tweeté hier que les Ukrainiens pouvaient gagner la guerre, que la Russie, l'économie russe était en péril, et que les Ukrainiens pouvaient même tenter leur chance et aller récupérer du territoire russe. Donc, si vous voulez, c'est grotesque. Un homme politique ne devrait pas, surtout le chef d'État d'une puissance aussi importante que les États-Unis, ne devrait pas s'exprimer comme ça sur les réseaux sociaux. Ça montre sa fébrilité, ça montre sa fragilité, et ça montre que clairement, il ne domine pas la situation. Je pense qu'aujourd'hui, et il faut être clair que Trump reçoit énormément de pression au sein même de son pays. Il a son entourage très très proche et plus élargi par rapport au premier mandat, mais il doit quand même faire affaire à ce fameux État profond ou le complexe militaro-industriel qui veut vendre des armes. Donc il a réussi à hausser l'implication, pas l'implication, mais le budget des pays membres de l'OTAN, à les faire s'engager à hauteur de 5% de leur PIB. Ces pays vont acheter des armes américaines, donc il est content, mais il a quand même ce sparadrap dont il n'arrive pas à se débarrasser, qu'est cette guerre en Ukraine. Et les Russes, eux, sont toujours en train de négocier, mais ils vont à leur rythme. Et Donald Trump, aujourd'hui, a montré le visage d'un enfant qui est capricieux, et c'est assez inquiétant, parce que en même temps, il dit qu'il règle les problèmes au niveau mondial, il dit que son bilan, pour l'instant, est magnifique, et la réalité, c'est que c'est tout le contraire. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est mauvais, mais il est évident qu'en quelques mois de présidence, il ne peut pas tout changer. Et on a l'impression qu'il y a vraiment un côté un peu schizophrène au personnage, qui est déconnecté de la réalité. Tout ce qu'il touche comme Midas, c'est censé devenir de l'or. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il ne maîtrise pas tout et il n'arrive pas à jouer sur le temps long, comme vient de le dire M. Pouchelet.
Alors, Monsieur Manuel Pouchelet, le monde doit-il fonctionner justement ou marcher ou réagir en fonction des humeurs de Trump qui tantôt dit une chose et puis le lendemain dit son contraire? D'autant plus que finalement, il y a à peine quelques mois, on était réellement à quelques encablures, je vais dire, d'une paix qui pourrait être négociée, certes, mais une paix quand même entre la Russie, par exemple, et bien sûr Kiev, avec les auspices des États-Unis. Aujourd'hui, c'est carrément des déclarations très hostiles. Par exemple, même l'OTAN a haussé le ton. Donc finalement, qu'est-ce qui explique ce changement justement dans le discours de Trump et dans les déclarations de l'OTAN, que nous allons voir dans un petit instant, bien sûr? Oui, vous savez, Donald Trump est un personnage imprévisible. En fait, il applique une maxime qu'on connaît un petit peu dans l'armée, qui était commander, c'est surprendre. Maintenant, le commandant en chef, en fait, il a plus de suiveurs. En plus, il faut pas oublier, il y a aussi une échéance de calendrier. On est encore un peu loin des midterms et il s'aperçoit que les midterms, il risque de les perdre parce que finalement, ce fameux MAGA qu'il a de manière soutenue pendant sa campagne présidentielle, puis également maintenant, elle est au point mort et elle se heurte, on va dire. Il y a une roue qui s'est enlisée dans un trou et il n'arrive pas à en sortir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas 4 roues motrices. Quand je parle de 4 roues motrices, c'est-à-dire une population qui le suit, une économie qui le suit, et également maintenant il a quand même des contradicteurs tenaces. Et en même temps, quand vous regardez bien le ton et la fermeté du ton, pour ne pas dire l'agacement, et même je vais employer un terme en diplomatie qu'on n'ose pas utiliser, qui est son agressivité, c'est qu'en fait, vous êtes confronté à un personnage qui est en situation d'échec, qui s'aperçoit que finalement M. Poutine poursuit sa politique étrangère et d'attaque et d'opérations spéciales en Ukraine en avançant, et en même temps, il dit tout et son contraire, avec justement pensant que l'armée ukrainienne va, on va dire, réussir à gagner cette guerre. C'est faux. Il ne peut pas gagner la guerre, M. Zelensky. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de système d'armes interopérable. Je reviens sur ce terme un peu technique pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent communiquer entre eux, des véhicules qui peuvent communiquer avec les 3 espaces, c'est-à-dire la terre, la mer et l'air. Il n'a pas ça. Donc, si vous voulez, l'armée russe en est dotée. Forcément, il y a également des problèmes d'effectifs. Mais en même temps, ce qui agace M. Trump, c'est cette histoire, parce que vous remarquerez, depuis le sommet en Alaska, il martèle qu'en ce moment, cette guerre en Ukraine, c'est 7000 morts par semaine. C'est ce qui fait peur, en fait, dans cette guerre. Et en même temps, je vais vous dire, on revient aussi à certains principes évoqués par von Clausewitz. La guerre, c'est imposer à l'adversaire l'exécution de sa volonté. C'est ce que fait M. Poutine. Maintenant, Donald Trump, il a oublié peut-être ses propos qu'il était dans son déplacement entre Washington et Anchorage. Il a dit, nous gagnons des millions de dollars grâce à cette guerre. Je rappelle que le complexe militaro-industriel américain fonctionne à plein depuis surtout la Seconde Guerre mondiale, depuis cette fameuse journée du 7 décembre 1941, où le président Roosevelt a dit maintenant, en avant, les Japonais nous ont attaqués, ils vont payer. Donc il a mobilisé toute sa population. Mais en même temps, je vous rappelle que côté politique intérieur, Donald Trump est en difficulté, il a des problèmes au niveau de la sécurité. Actuellement, sur Washington, la capitale est toujours sous la protection de la garde nationale. Maintenant, Donald Trump, quelque part, c'est quand même un personnage qui est imprévisible, qui est capricieux, certes, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a la logique du commerce et il pense que en trouvant des accords rapidement, ça va, on va dire, solutionner tous les problèmes du monde. Mais comme le disait Albert Einstein, ne demandez pas à ceux qui créent les problèmes de les résoudre. Et je pense que malheureusement, M. Trump fait partie de cette équation. Ensuite, il faut évoquer d'autres sujets. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'Ukraine et la Russie. Il faut savoir que les États-Unis aussi sont quand même en lien avec la Russie sur d'autres dossiers qui sont tout aussi importants, notamment dans d'autres régions du monde. Je pense au Moyen-Orient, je pense à l'Iran, je pense au terrorisme qui est un ennemi commun. Et en même temps, cela nécessite des moyens, la mobilisation de moyens et également de négociations. Vous avez également aussi le Kurdistan qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire. Mais ne nous les éloignons pas, si vous voulez, de l'Europe. En même temps, la colère de Donald Trump, il y a des déclarations qui ont été un peu trop rapidement oubliées à mon goût, c'est qu'il accuse aussi l'Union européenne d'acheter du gaz aux Russes. Et ça, par contre, on va y venir, oui, voilà, on va y venir. On va y venir. Et donc, si vous voulez,
c'est quand même deux cultures. Je pense à la culture russe et à la culture américaine. Ce sont toujours des personnes dans ces cultures, je parle de dirigeants, mais également même au niveau du citoyen, qui vont confronter les acteurs en présence à leurs contradictions. Et je pense que Donald Trump tente de le faire de façon peut-être un petit peu maladroite, mais le ton qui est employé en diplomatie, qui est l'agressivité, n'est pas le bon. Alors même, il y a aussi, je devrais ajouter un point particulier, c'est qu'on est quand même dans une assemblée générale importante, plénière, et j'ai un peu l'impression qu'ils veulent tout régler d'un simple trait de plume entre Gaza, Israël, l'Iran, le programme nucléaire, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Et on oublie un grand absent, excusez-moi, dans notre propos ce soir. Et je pense que c'est peut-être cette puissance qui réglera tout cela, c'est la Chine. Oui, et la Chine a dit quelque part, ou en tous les cas est en train de se positionner et sur le plan diplomatique, contrairement à par le passé où elle était plutôt silencieuse, se contentant d'observer, parfois de dénoncer lorsque le cas le nécessitait. Finalement, Nicolas Mirkovic, hier, il y a eu quand même des propos assez acerbes, hein, n'est-ce pas? On a même qualifié, par exemple, Poutine de tigre de papier, pour ne pas le reprendre. Et j'en passe. Donc finalement, est-ce que c'est digne d'un président aujourd'hui d'utiliser ce genre de propos dans une assemblée générale, de plus est à l'ONU, où ce président, si vous voulez, la première puissance ou l'une des puissances occidentales devrait plutôt incarner l'exemple, d'autant plus que aujourd'hui les réactions ne se sont pas faites attendre de Moscou, mais je reprendrai peut-être quelques titres de médias ou de quotidiens russes où l'on parle par exemple ou de déclarations on parle. Ces déclarations sont motivées, selon donc ces médias, par l'incapacité, pour reprendre, des États-Unis à transformer leurs promesses en résultats. Non, ce sont des propos qui sont complètement indignes d'un chef d'État. Il y a des choses qu'on peut penser, des choses qu'on peut dire, mais on ne peut pas mélanger les deux. Et parler comme ça, c'est la vulgarisation de la politique. C'est ce côté vulgaire, ce côté battleur, ce côté spectacle qui décrédibilise la démocratie, qui décrédibilise Donald Trump. Je pense que si on regarde toutes ces phrases, ces propos à l'emporte-pièce, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit tout son contraire, il a beaucoup menti, on ne sait pas trop ce qu'il pense, et on se demande lui-même s'il sait ce qu'il pense, et c'est assez paradoxal, lui qui n'arrête pas de reprocher à Biden d'avoir perdu la tête, on peut se demander si lui-même il ne la perd pas de temps en temps. Non, un chef d'État ne peut pas parler comme ça, parce que surtout c'est des sujets aussi sensibles que la guerre et une guerre potentielle avec une puissance nucléaire. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, et il ne va pas se mettre les personnes sérieuses de son côté en Russie. Et au contraire, je pense que ça va encourager des personnes qui sont en Russie, n'oublions pas que Vladimir Poutine a des personnes qui sont, certainement plus virulentes que lui, qui voudraient en découdre aussi. Et ce manque de respect pour un autre chef d'État et cette façon espèce de spectaculaire, d'espèce d'amuseur public de parler de la politique, décrédibilise Trump. Lui, il aime bien faire rire les personnes, mais sur au niveau mondial, ça n'amuse personne, parce que personne ne veut que cette guerre se poursuive. Oui. Donald, aujourd'hui, dessert sa cause en faisant cela. C'est lui-même qui se ridiculise, et ça va obliger et les Russes et d'autres, et les Chinois et les Indiens et les Brésiliens. N'oublions pas qu'il a aussi attaqué d'autres gouvernements, l'Iran. Les attaquer comme ça en public le fragilise, le décrédibilise la position américaine et encourage dans ces différents pays les responsables politiques à être méfiants de Trump, parce que vaut la parole d'un chef d'État qui, il y a encore quelques semaines, accueillait Vladimir Poutine sur le tarmac, ce qu'un président américain ne fait quasiment jamais, à Anchorage, en Alaska, au bout d'un tapis rouge, et 15 jours plus tard, la Russie était un tigre de papier. Donc, non, ça montre de nouveau la fragilité du chef d'État américain, et je pense aussi, la réalité, c'est que le costume est trop grand pour lui. Oui. Il s'éparpille, il y a beaucoup de choses qu'il voudrait faire, il ne peut pas les faire, il n'est pas aussi bien entouré, il est mieux entouré que lors du premier mandat, mais il est quand même mal entouré, et il ne sait pas
comment s'en sortir. Et donc, du coup, chaque jour, il y a une nouvelle opinion. Oui, il a même encouragé l'Ukraine à reprendre, je le cite, à reprendre ou à récupérer ses terres, alors qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas le discours qu'on entendait. D'ailleurs, ça a même donné de la verve au président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky, qui a appelé carrément à arrêter Poutine maintenant, reprenant la même injure que celle utilisée par Donald Trump. Mais ce n'est pas vraiment la question, parce que de toute façon, avec Zelensky, on sait très bien qu'il nage toujours ou qu'il prend toujours la vague la plus haute, ses habitudes. Le problème n'est pas là. Le problème, Nicolas Merkovitch, aujourd'hui, c'est que dans son discours, Trump, au fait, a fait des déclarations sur l'Ukraine, mais il a également, ou s'est déchargé également sur l'Europe, sur aussi l'Inde et la Chine, qu'il accuse un peu de soutenir la Russie en continuant encore, si vous voulez, à commercer, surtout concernant, par exemple, l'histoire de l'énergie. Donc finalement, il n'a lâché personne. Non, mais s'il y a un tigre de papier dans l'histoire, c'est peut-être Donald Trump. Parce que s'il était un véritable tigre et aussi puissant qu'il le voulait, il pourrait très bien encourager l'Ukraine et l'OTAN à poursuivre les attaques contre la Russie, et il pourrait ouvrir son portefeuille, comme l'a fait Joe Biden, et abreuver de nouveau l'Ukraine d'armes, de financement, de donner toutes les armes possibles, d'engager l'armée américaine. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Parce qu'il n'en a pas les moyens, donc il se déleste en effet sur les Européens, il se déleste, il veut quelque part se sortir de ce bourbier, ce fameux bourbier américain, il n'arrête pas de s'impliquer dans des guerres qui ne les concernent pas, il voudrait s'en sortir, mais il ne fait pas plus que ça, il aurait très bien pu dire à Zelensky, on va de nouveau vous financer, on va vous aider, on va vous donner de l'armement, on va vous donner encore plus que ce qu'a donné Biden. Il ne le fait pas. Donc il critique. Et pourquoi est-ce qu'il critique? Est-ce qu'il est dans une situation compliquée? Lui souhaite relancer l'économie américaine. Il a dit lors de son discours d'inauguration, entre autres, par la vente des ressources naturelles américaines, et notamment de l'énergie et du gaz de schiste et du pétrole de schiste que les Américains produisent en quantité assez remarquable. Aujourd'hui, Donald Trump veut vendre son pétrole et son gaz aux Européens. Ce que veut Trump aujourd'hui, c'est ce que les Américains ont toujours voulu faire avec l'Union européenne, sauf que Trump veut aller encore plus loin. L'Union européenne est perçue par les Américains comme une chasse gardée. Trump parle aux Européens comme un empereur parle à ses provinces. Et aujourd'hui, il est venu à l'Assemblée générale des Nations unies pour rappeler ses provinces à l'ordre et leur dire qu'ils devaient acheter américain. Mais la raison pour laquelle il y a cette guerre derrière depuis le départ, toute cette histoire est en grande partie une histoire de puissance régionale, de puissance en Europe. Les Américains ne veulent pas que la Russie puisse se rapprocher de ses frères européens, de ses voisins européens. Et les Américains ont tout fait pour chasser la Russie de la zone d'influence américaine. Et c'est pour ça, derrière, qu'ils gourmandent les Européens, qui aujourd'hui ne peuvent pas, à court terme en tout cas, survivre sans les ressources naturelles des Russes. Et donc, le but final des Américains, c'est de remonter un nouveau mur entre l'Europe et la Russie. Cette fois-ci, le mur a été déplacé de l'Allemagne vers l'Ukraine. Et ensuite, ils veulent continuer à vendre leurs produits aux Européens, qui serait un marché exclusif des Américains. Très bien. Manuel Pouchelet, en quelques minutes, voire 2 minutes, même l'OTAN finalement s'y met de la partie. C'est comme une histoire d'effet domino. Donc après les déclarations de Trump, c'est l'OTAN qui également prend la parole pour dire que, de toute façon, et je le cite, pour dire que si des populations ou nos populations ou des pays membres sont touchés, nous sommes prêts à intervenir militairement. C'est peut-être aussi pour dire leur agacement par rapport à ce qu'ils ont qualifié d'agression russe par les drones qui donc ont survolé ce qu'ils appellent leur pays membre, donc un petit peu leur communauté. Est-ce que vous pensez qu'on est là dans des hostilités et un changement de cap dans l'OTAN qui pour l'instant s'était tenu un petit peu à l'écart? Heureusement que l'OTAN reste calme parce que je peux vous garantir, moi qui ai fait des mandats OTAN en Afghanistan et sur d'autres territoires, c'est pas le maître mot. Le calme n'est pas le maître mot. En revanche, moi ce que je constate, c'est que la Russie teste l'OTAN. La Russie teste pour savoir en combien de temps ils sont capables d'envoyer des avions pour surveiller les leurs ou les dérouter.
Elle leur envoie des drones parce qu'ils s'aperçoivent que c'est les Ukrainiens qui ont soi-disant prévenu l'OTAN en disant attendez, il y a des drones qui arrivent en Pologne, et ainsi de suite. Donc quelque part, ils sont très malins, les Russes. Hein. Ils testent les capacités de l'OTAN, ils jouent sur les nerfs. Mais même, quand vous regardez cette situation, j'espère qu'il n'y aura pas d'étincelles comme il y aurait pu y avoir en 1914, vous savez, avec la triplice et la triple entente. Mais en même temps, vous savez, on parlait de l'agacement de Donald Trump. Moi, je pense que Donald Trump, excusez-moi, je vais peut-être être un petit peu méchant ce soir, il s'est trompé de sous-traitant. On ne fait pas de la sous-traitance de guerre avec à l'Ukraine ou avec des puissances européennes qui ne sont pas capables de se mettre d'accord sur des objectifs. Après, vous m'avez parlé de l'OTAN. Je vous rappelle que c'est la voix américaine de l'OTAN qui s'est exprimée. Ce n'est pas forcément la voix européenne de l'OTAN. Oui. Les Européens ont fait une grave erreur, c'est de faire sous-traiter leur défense à l'OTAN. Alors que moi, en début de carrière militaire, si vous voulez, moi j'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelait avec la brigade franco-allemande, qui était l'embryon d'une armée européenne qui aurait dû se dessiner, mais qui a toujours été bloquée. D'ailleurs, il y a une chose aussi qui agace Donald Trump au plus haut point finalement et qui agaçait M. Obama et M. Biden, c'est le fait que les Russes il faut se rappeler que les Russes sont aussi européens. Moscou est en Europe. Hein. Ce qui a fonctionné, c'était le fameux projet Nord Stream. Et après, on n'a toujours pas vraiment découvert qui avait saboté ce projet, mais il faut savoir qu'à l'origine, c'était quand même un projet russe et surtout très suivi et sponsorisé par les Allemands. Voilà, je pense pour conclure sur un proverbe, hein, vous savez, vous avez un proverbe russe, hein, un troupeau sans berger, des brebis sans berger ne peuvent être considérées comme un troupeau. Voilà. Merci beaucoup. Comme à votre habitude, Manuel Pouchelet, donc on termine sur ce proverbe. Je n'ai plus rien à rajouter. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc analyste en questions internationales. Était avec nous également Nicolas Mirkovic, analyste et expert géopolitique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain au même rendez-vous, même heure, pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.